Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne en direct de l'École des Arts Joailliers. Je m'appelle Ghislain Ocreman, je suis historien du bijou et responsable des conférences. Et j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe Malguir, qui est conservateur en chef du patrimoine, bonsoir, au département des objets d'art du musée du Louvre et qui est le commissaire de cette exposition intitulée Pierres gravées. Bonsoir Philippe. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir au sein de ce lieu. On va ensemble avoir une balade, si j'ose dire, une visite guidée virtuelle pour permettre à tous ceux qui sont déjà venus ou qui ne sont pas encore venus d'avoir une déambulation au sein des œuvres majeures de l'exposition. Juste avant de commencer, quelques petits points de détail techniques pour nos auditeurs, soit qui ont l'habitude de suivre nos conférences, soit qui nous suivent pour la toute première fois. Cette conférence durera environ 1 heure, donc sous la forme d'une visite guidée virtuelle, incluant à la fin une bonne 10-15 de minutes de questions-réponses. Donc gardez vos questions pour la fin. Vous pouvez les poser tout au long de la conférence dans l'onglet questions-réponses. Paul Paradis, mon collègue historien de l'art et professeur à l'école, est dans le chat. Merci Paul. Il va répondre à vos questions rapidement, collecter les questions pour nous les envoyer à la fin afin que je puisse les sélectionner et pouvoir vous les donner pour pouvoir vous donner une réponse au mieux. Cette conférence, bien sûr, est enregistrée et elle sera disponible très bientôt par la suite sur les replays si vous voulez entendre à nouveau tout ce qui a été présenté. Cette exposition que nous allons parcourir ensemble, elle nous présente notamment une collection privée qui est exposée pour la toute première fois, qui est une collection d'un homme qui s'appelle Guy Ladrière et qui, exposée ici, va nous permettre d'appréhender cette notion des pierres dites gravées. Et à l'intérieur de ces pierres, on présente en majorité des camées et des intailles. Je vous propose de commencer par ces éléments-là. Qu'est-ce qu'une intaille? Qu'est-ce qu'un camé? Bien sûr, c'est fondamental. L'art dont nous allons parler, cet art des pierres gravées, des pierres taillées, s'appelle la glyptique. Ce n'est pas tout à fait de la sculpture comme on va le voir, elle a ses propres outils, elle a ses propres techniques. Mais avant de les aborder, il faut déjà expliquer que la glyptique produit 2 types d'objets qui sont, comme Ghislain l'a indiqué, les intailles et les camées. C'est une distinction fondamentale préliminaire qui est très simple. En fait, l'intaille, comme le nom l'indique, c'est un mot d'origine italienne qui veut dire qu'on va tailler à l'intérieur de la pierre pour graver une image en creux. Et cette image, évidemment, est plutôt destinée à laisser une empreinte positive. Donc on va créer un creux. Et quand on va l'imprimer dans la terre, dans la cire ou dans toute matière molle, on va recréer une image en relief. Le camé, au contraire, va produire une image déjà en relief qui, évidemment, ne va pas pouvoir être imprimée. Ça n'aurait pas de sens. Donc, vous voyez que ce sont 2 approches très différentes. On ne va évidemment pas utiliser les mêmes pierres pour faire des intailles et pour faire des camés. Pour faire des pierres pour lesquelles l'image se révèle seulement à l'impression, ou d'autres pierres, au contraire, qui se suffisent à elles-mêmes et qui peuvent être contemplées directement. C'est le cas du camé. Alors, pour vous montrer un exemple d'intaille, on en verra d'autres, bien sûr, lors de la visite. Cette intaille qui représente Agrippa, donc un personnage très important de l'époque du règne de l'empereur Auguste, monté sur une bague. C'est une intaille en améthyste qui date du XVIIIe siècle, mais qui reprend un motif antique. C'est souvent le cas dans l'art de la glyptique. Donc, on peut imprimer cet objet dans une matière molle. Et c'est là d'ailleurs que la beauté de la gravure se révèle complètement. En revanche, pour le camé, on va dégager à l'intérieur de la pierre souvent des couches de couleurs différentes. On va voir comment pour créer une certaine polychromie naturelle tirée du matériau lui-même. Alors avant de voir peut-être ces pierres des camés, on peut dire un mot des matériaux. Tout à fait. Il y a des matières spécifiques qui sont utilisées et on remercie d'ailleurs Philippe Nicolas, qui est le glypticien de la maison Cartier, que certains et certaines ont peut-être suivi dans la précédente conférence, donc celle du mois dernier, qui a eu la gentillesse de nous prêter à la fois ses outils et certaines des matières brutes qui sont présentées. Parce que finalement, quand on parle de pierres de façon générale, le public a en tête la plupart du temps les pierres dites précieuses, les 4 grandes pierres précieuses, diamant, rubis, saphir, émeraude. Mais on voit ici que ce n'est pas vraiment de ça dont on va parler ici. Quelles sont les matières utilisées? Alors les 4 pierres précieuses ont été travaillées par les glypticiens, mais comme vous allez le voir
quand on va parler de la technique, c'est travaillé par abrasion et donc ces pierres servent aussi à tailler les pierres moins dures. Donc ce ne sont pas les matériaux de prédilection évidemment de la glyptique. Ce sont plutôt des matériaux légèrement plus tendres mais qui sont malgré tout très durs à travailler et qui sont en grande majorité des pierres de couleur et à l'intérieur de ces pierres de couleur des quartz. Donc ces quartz sont de deux types où ils ont des cristaux très très fins, qu'on appelle microcristallins, ou des cristaux de plus grande taille. Et dans ce cas-là, les pierres sont plus transparentes, évidemment, voire complètement transparentes. Alors la tradition, une longue tradition qui remonte à l'Antiquité, a donné à toutes ces pierres toutes sortes de noms qui sont un petit peu un labyrinthe pour le profane, puisque suivant la couleur ou l'aspect de cette pierre, on lui donne des noms différents, alors qu'il s'agit toujours de quartz. Par exemple, si elle est orangée, comme ici, donc vous voyez la pierre brute au fond, qui a cet aspect peu plaisant, mais quand on la débite et qu'on la chauffe, on lui donne cet aspect orangé beaucoup plus agréable. C'est la pierre la plus courante de la glyptique qu'on appelle la cornaline. Quand cette cornaline est un petit peu plus foncée, on l'appelle sarde, par exemple, qui est un mot qu'on tend à ne plus utiliser aujourd'hui. Donc quand ce même quartz n'est pas orangé, mais de cette belle couleur gris-bleu, on parle de calcédoine, qui est un terme aussi qu'on utilise pour d'autres groupes de pierres. Donc tout ça est assez complexe. On parle de jaspe pour des pierres plus opaques encore, comme ce jaspe rouge, ou des jaspes avec plusieurs couleurs, comme ce jaspe vert et rouge qu'on appelle héliotrope, ou jaspe sanguin quand ce sont des petites gouttes de rouge qui sont à l'intérieur du verre, comme si c'était aspergé de sang. Dans les quartz à grands cristaux, les plus utilisés par la glyptique sont le cristal de roche lui-même et l'améthyste, mais évidemment d'autres pierres de la même famille. Alors à côté de ces quartz, on a utilisé aussi des pierres d'autres natures géologiques, les jades, le lapis-lazuli, la turquoise, mais de manière beaucoup plus marginale, on peut dire que l'art de la glyptique, c'est avant tout ces quartz. De façon à ne pas se tromper, en fait, dans toutes ces terminologies, si on dit quartz en règle générale, on a bon, plutôt que sardoine, sardonyx, tous ces mots qu'on peut lire en fait dans les manuels, dans les documentations, on est la plupart du temps dans la famille des quartz. Parce que ces mots ont été, cette terminologie s'est élaborée de manière complètement empirique selon l'aspect des pierres et pas selon leur nature, évidemment, minéralogique ou leur origine géologique. Donc, il faut accepter ces termes pour ce qu'ils sont, mais c'est important de comprendre que voilà, ce sont des quartz en majorité microcristallins. Tout à fait. Toutes ces pierres que l'on a vues là sont à peu près à une seule couche ou avec quelques nuances. Il y a d'autres pierres qui existent qui ont plusieurs couches dont vous avez parlé. Exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, et on va voir que c'est central dans notre sujet, c'est que l'art de la glyptique, l'inspiration de la glyptique, la poésie de la glyptique se nourrit de ce que propose la nature dans ces pierres de couleur, qui sont des pierres d'aucune valeur, hein, comme vous avez vu, mais qui sont des pierres qui ont une beauté en elles-mêmes, comme ces pierres que soi-même on pourrait ramasser à la montagne ou au bord de la mer. Et parmi ces pierres, il y a des pierres qui ont une structure beaucoup plus complexe, qui ont, à cause de leur histoire géologique, qui ont ces couches de différentes couleurs. Et c'est de ces pierres à couches qu'est née l'idée du camé, même si techniquement on peut faire un camé dans une pierre d'une seule couleur. Mais le camé est vraiment né de l'idée d'utiliser la polychromie latente dans la pierre en utilisant tantôt des couches sombres et des couches claires. Donc l'exemple canonique du camé, en quelque sorte, c'est d'avoir l'image claire sur un fond sombre. C'est de cette manière qu'on l'a traité le plus souvent depuis l'Antiquité hellénistique, disons, par les Romains et jusqu'à nos jours. Mais on peut aussi jouer avec, de manière plus complexe avec les couches en utilisant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8 couches dans une seule image. Donc c'est très important de comprendre que la couleur n'est pas introduite par l'artiste, mais vient du matériau lui-même, de la pierre, directement, et que c'est en dialoguant en quelque sorte avec la pierre que le lithoglyphe ou le glypticien va comprendre à quel endroit couper dans cette agate, on peut parler d'agate aussi, ou dans cette sardonyque, dans cette pierre à camé, pour créer un sujet.
Alors ici, on a un exemple qu'on a voulu assez éloquent de ce rapport très immédiat entre la pierre et l'objet créé. Vous voyez donc cette pierre à couche qui ressemble un peu à un morceau de lard, là, rouge et blanc. Et on voit ce camé, donc très épais, parce que l'artiste a dû utiliser l'endroit où se trouvait le contraste de couleurs et donc a dégagé ces deux profils l'un sur l'autre, qui est un sujet qu'on aime beaucoup dans la glyptique parce que ça permet de mettre en valeur naturellement les différentes couches de la pierre. Pour obtenir une pièce comme celle-là, donc le graveur sur pierre ou lithoglyphe ou glypticien, ce sont les termes du métier de cet artiste finalement, va utiliser certains outils. Quels sont ces outils et est-ce qu'ils ont changé entre les époques les plus anciennes et les époques actuelles ? Alors c'est la chose peut-être la plus importante à comprendre à propos de la glyptique, c'est que si le résultat peut s'apparenter à la sculpture, c'est une technique qui n'a pas à voir avec la sculpture. La sculpture, on retire la matière plutôt par percussion, disons. Ici, au contraire, tout le travail se fait par abrasion. Et le principe, c'est d'avoir un outil qu'on fait tourner, comme une perceuse, une meule ou quelque chose comme ça, sur lequel on va mettre une poudre abrasive. Et c'est cette poudre abrasive qui va attaquer la pierre, mais évidemment excessivement lentement. Et ça, c'est très important pour comprendre que tous ces objets sont le processus d'un travail extrêmement technique, minutieux et complexe. Alors, on peut montrer cet outillage que nous a prêté Philippe Nicolas. C'est un touret peut-être qui date de vers 1900, qui donc était actionné par une courroie pour tourner. Donc il pouvait à cette époque-là déjà être actionné par la force électrique, mais par la force hydraulique d'un moulin, ou même par le pied de l'artiste, en fait, comme une machine à coudre qui pédalait pour faire tourner le tour. Sur ce tour, on fixe différents outils qui vont creuser la pierre de différentes formes. Et même à l'époque où on a déjà des outils en acier, comme ici, c'est la poudre abrasive qu'on va fabriquer dans ce pilon que vous voyez à l'arrière. Donc on va mélanger l'huile avec du corindon ou du diamant. Le corindon, c'est la matière dont sont faits les rubis et saphirs, donc, mais sous une forme qui n'est pas précieuse. On va broyer pour en faire une pâte et c'est en enduisant ces petits outils de la pâte qu'on va arriver à entailler la pierre. Donc ça explique que la glyptique, si elle existe depuis 7000 ans peut-être, à une époque où on n'avait pas d'outils en fer. Mais on pouvait graver les pierres presque avec n'importe quoi à partir du moment où on utilise ce système de l'abrasion de ce produit abrasif en suspension dans l'huile. Et donc au départ, on a, pour répondre à votre question plus précisément, on a utilisé l'archet, donc comme pour le trépan, donc simplement avec beaucoup de patience d'arriver à faire tourner une tige par un archet et produire cette abrasion, cette sculpture de la pierre. On voit aussi que ce sont des outils qui ne produisent que des trous, qui sont des forêts. Et donc pour réaliser un camé, qui est une œuvre en relief, évidemment, ça demande une compréhension et voilà, une lenteur de travail, une patience qui est un savoir-faire qui est extraordinaire. C'est important de visualiser ces outils, la petitesse de ces outils, de penser à l'absence de moyens de grossissement. Donc pas de loupe. Pas de loupe jusqu'à l'époque moderne, pour mesurer aussi l'extraordinaire qualité artistique et esthétique de ces objets. Ce qui est intéressant dans toutes ces pièces, et vous le disiez, c'est que ça fait plus de 7000 ans finalement qu'on connaît certaines techniques de la glyptique. On a commencé par quoi? Des camés ou des intailles? Alors la technique de l'intaille est de loin la plus ancienne, puisque l'idée était de laisser une empreinte dès le départ. Et c'est une fonction de l'intaille qui va rester jusqu'à l'époque moderne. C'est d'avoir un cachet pour sceller une lettre. C'est une fonction très importante, sûrement un peu administrative au départ, mais qui a été de transcrire du texte ou une marque de propriété sur un objet en terre, un sceau, etc. D'un sceau, véritablement, pour mettre une identité. Alors que et l'intaille ensuite va avoir toutes sortes de fonctions, comme on va le voir. En revanche, le camé est un pur objet de délectation. C'est une chose qui est faite pour être contemplée en elle-même et qui naît seulement, on peut dire, dans le monde hellénistique, peut-être au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc une histoire beaucoup plus brève et qui est vraiment liée au monde grec puis romain.
Tout à fait. Et c'est là justement que nous allons aller. C'est l'un des premiers moments historiques de l'histoire du camée. C'est Alexandrie. L'Alexandrie d'après Alexandre le Grand, de la dynastie des Ptolémées. On va voir certaines pièces justement de cette époque. C'est là qu'est né le camée. Pourquoi est-ce qu'il est né là et comment est-ce qu'il est né là, justement? Alors ça sont deux questions auxquelles je n'ai pas de réponse et je ne sais pas si quelqu'un en a. En tout cas, ces pierres, beaucoup de ces pierres sont d'origine indienne, sont du Gujarat, même si on peut les trouver ailleurs. Et donc ce qui est certain, c'est qu'après après Alexandre, qui a comme étendu le monde antique classique, le monde grec, vers l'Orient, on connaît ces matériaux. Et on voit qu'on a tout d'un coup l'idée, en contemplant la pierre, d'en tirer cet effet de polychromie en relief, ce qu'on n'avait comme pas fait, même si les Égyptiens, strictement parlant, connaissaient le relief dans le creux et le bas-relief. Donc on peut dire qu'il y a sur des bagues égyptiennes des camées. Mais en fait, le véritable camée, c'est ce que nous voyons ici, c'est-à-dire une pierre qui a des couches de différentes couleurs qui sont accentuées d'ailleurs par l'action de l'homme, puisqu'on fait cuire ces pierres dans du sucre, à l'époque sûrement dans du miel, pour obtenir ce brun beaucoup plus intense que dans la nature. Donc ce camée qui est tout à fait exceptionnel montre justement un des Ptolémées, Ptolémée XII, dont la légitimité d'ailleurs était un peu problématique, et qui se montre sur le fond de ses grands ancêtres fondateurs de la dynastie des Ptolémées, donc comme il semble jaillir des profondeurs de cette pierre, son petit profil comme le dernier et le représentant évidemment actuel du pouvoir en Égypte, accompagné de génies qui font allusion à la prospérité de l'Égypte sous son règne, qui est un leitmotiv de la propagande des Ptolémées. Dès l'Égypte ancienne, donc on a une symbolique qui est à la fois mythologique mais aussi politique du coup de l'usage du camée. Exactement. Et ça, c'est une chose qu'on va retrouver aussi au long de cette histoire, c'est que le camée en particulier va être, par son caractère élitiste, extraordinairement précieux, souvent produit dans l'orbite de la cour elle-même par les ateliers impériaux, et un objet qu'on ne peut pas dire de propagande parce que sa taille le rend très peu visible, mais un objet de grand prestige où le pouvoir va s'incarner. Au-delà des pièces comme celle-ci, j'ai remarqué diverses pièces dans l'exposition qui montrent qu'on est au-delà du camée, on est presque dans de la ronde-bosse, dans de la sculpture de certaines des pièces. Comment est-ce que les artistes sont venus à créer ces pièces-là? Est-ce que c'était typique des ateliers d'Alexandrie de réaliser des pièces comme celle-ci ou de jouer justement avec la notion de camée à ses débuts? Alors là, on rentre évidemment dans une question qui est un petit peu plus large, qui est de la petite sculpture qui est réalisée dans les techniques de la glyptique, qui vraiment s'approche de nous, ce qu'on appelle la sculpture. C'est le cas de cette effigie d'Osiris Canope. Donc c'est une forme d'Osiris particulière au delta du Nil et de la ville de Canope, où il était vénéré sous la forme d'un vase contenant l'eau du Nil. Donc c'est tout ce qui était le plus étrange dans la mythologie égyptienne, et les Romains adoraient ça, et donc c'est une forme qui a été particulièrement populaire à l'époque romaine. Mais bon, on ne peut pas tout à fait parler de camée parce que c'est tiré d'une seule... c'est un objet en 3 dimensions, et en plus là où il n'y a pas d'effet de polychromie apporté par la pierre. Mais ce caractère très plastique, on peut le voir aussi dans ce grand camée qui montre Isis Déméter, donc ces divinités syncrétiques en quelque sorte qui réunissent des divinités grecques ou romaines avec les anciennes divinités égyptiennes. Et vous voyez l'extraordinaire partie qu'a tiré l'artiste de cette pierre et de cette bande blanche qui est comme le bord du voile de la déesse, et c'est la partie la plus brune qui est réservée pour sa chevelure. Ce qui est intéressant là, c'est que finalement l'artiste, si j'ai bien compris, n'a pas utilisé la pierre dans le même sens que les autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas creusé les couches en allant vers un fond plus sombre et un devant plus clair, il l'a mis en biais, c'est-à-dire qu'on a les couleurs sur le côté. C'est une autre façon de penser le camée, c'est quelque chose qui est original ou qui se faisait de façon courante? Non, on peut dire ça évidemment suivant la pierre, mais ça c'est la chose qui est difficile à apprécier parce que c'est un art malgré son immense prestige et son coût, sur lequel on n'a pratiquement pas de source, et ça je peux dire presque jusqu'à l'époque moderne. On connaît très mal les artistes, peut-être à travers des pièces signées, on a très peu de documents sur combien de temps il fallait pour réaliser une pièce. Donc, mais ce qu'on sent, même dans cette œuvre très loin dans le passé, c'est comment l'imagination de l'artiste interagit avec le matériau qu'il a sous les yeux, qu'il y a cette relation d'admiration, de presque amoureuse avec le matériau, et qui, surtout dans le camée, s'exprime très, très clairement.
On va quitter le monde égyptien hellénistique, donc c'est ce monde gréco-égyptien, pour aller vers le monde romain, l'Empire romain. Et j'ai envie de dire, quoi de mieux que de commencer par le premier des empereurs, qui est Auguste, ici, avec une pièce absolument exceptionnelle, ce rubis. Tout à fait. Donc c'est un rubis dont on a pu déterminer qu'il était d'origine birmane, ce qui est tout à fait normal pour l'époque romaine, puisque, comme je vous l'ai dit, les pierres précieuses viennent presque toutes d'Orient, soit de l'Inde, soit de l'Asie du Sud-Est. Et ce rubis porte un portrait en intaille, donc il est destiné à laisser une empreinte. C'est pour cela qu'il est pratiquement... Il est très difficile en voyant l'objet en vrai de distinguer l'image et d'avoir même une idée de sa qualité, mais vous verrez à l'écran sur la photo agrandie l'extraordinaire puissance à la fois plastique et même psychologique, j'allais dire, du portrait, de cet Auguste un peu vieillissant avec une bouche un peu amère, comme un portrait assez intime et ce qui est extrêmement rare dans l'art romain, surtout dans l'art officiel. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on pense que ce sceau a été gravé par Dioscoride, donc un nom grec pour un graveur qui travaillait à la cour d'Auguste. Il faut dire que les Grecs vont être vraiment les plus grands artistes dans ce domaine. Et artistes qui travaillaient pour la cour d'Auguste, comme le feront ses fils, et peut-être donc gravés pour avoir servi de sceau personnel à Auguste à la fin de son règne, ce qui correspond d'ailleurs au type du portrait tel qu'on peut le voir sur l'image agrandie. Donc, vous voyez surtout sur l'image la profondeur de la gravure de la pièce. Donc quand on voit comment déjà pour écorcher cette surface, et surtout il faut penser que là la poudre qui abrase le rubis, c'est le diamant. Bien sûr, qui est plus dur que le corindon, la famille du diamant. Une pierre très difficile, beaucoup plus difficile à travailler qu'une agate ou les quartz qu'on a vu précédemment. Et puis d'une grande rareté, c'est un rubis qui est grand parce que les rubis sont extrêmement rares et pour autant très profonds, comme vous le disiez, dans la gravure. Les Romains, c'est vrai, ont aimé ce goût, ont eu ce goût véritablement pour les intailles comme les camées. On va quitter cette intaille pour aller vers, juste en face, un autre exemple de ce goût romain. Et c'est un camé, ici, que l'on retrouve. Un camé, d'ailleurs, qui a été monté bien plus tard, j'ai envie de dire, d'un empire à un autre, puisque c'est sous Napoléon Ier qu'on aura justement cette réalisation pour Cambacérès, donc l'archichancelier. Qu'est-ce qu'on sait techniquement de cette pièce? Qu'est-ce qui est original dans cette pièce et qui mérite justement d'être monté de la sorte? Donc, c'est un grand camé qui appartient à une tradition iconographique des empereurs qui se montrent en quelque sorte. On ne sait pas si on montre une divinité en empereur ou l'empereur en divinité. En tout cas, il y a une petite famille de portraits comme ça très précieux en glyptique qui montre Jupiter, donc le roi des dieux, comme on dit, sous les traits de l'empereur régnant. Il y a un très beau camé de Claude, comme ça, et d'autres. Et ce camé-là, avec ce Jupiter barbu à la grecque, ce qui est normal, mais les autres ne sont pas barbus, et on peut le rattacher à l'époque de Septime Sévère, qui était une époque de renouveau de la glyptique, et en particulier de la glyptique comme instrument de propagande, comme elle était sous Auguste. On est bien plus tard, évidemment. Et par divers critères, on peut attribuer ce camé à cette période. Vous voyez très bien, c'est tout à fait classique dans les camés romains, comment le biseau autour de la pierre souligne encore la structure par couche de la pierre, puisqu'il nous révèle en quelque sorte la stratigraphie, avec ce bandeau sombre blanc et puis légèrement plus ocre, et comment il a tiré justement sur cette image, sur ce fond très sombre, en réservant les parties ocre plus superficielles pour l'égide, le plumage de l'aigle et la chevelure, les accessoires, disons, qui sont le plus proches de nous. Donc, un grand camé impérial de cette taille-là, c'est toujours une chose absolument remarquable, et donc qui a été vu comme un cadeau diplomatique tout à fait adéquat, si c'est bien les camés que Picette avait chargé Canova, donc d'acquérir pour son voyage à Paris. Oui, pour que le pape l'offre à une des figures napoléoniennes, de l'entourage de Napoléon, ce qui est extrêmement important. On peut voir vraiment que cette dimension politique, cette dimension de mise en scène du pouvoir, on peut dire, est extrêmement importante. Et il y a un personnage qui va traverser l'histoire et qui lui aussi a été une référence, c'est Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, c'est une sorte d'imagerie d'Épinal dans l'art du camé. On a plusieurs exemples ici que vous avez réunis ensemble. Pourquoi a-t-il été aussi important ?
Alors, pardon, j'ai l'esprit d'escalier, mais je voudrais ajouter une chose qui est importante, c'est que ces objets ont toujours, ça sera important pour la suite, ont toujours été considérés comme précieux. Bien sûr. Et on en a très peu trouvé en fouille. Ce sont des objets qui ont été conservés dans des trésors. Donc, le fait que cet objet soit remonté, ce camé, il a été sûrement monté sur un objet en métal précieux, peut-être sur un reliquaire du Moyen-Âge. Et il est arrivé à monter sur cette boîte en or. Donc ce sont des objets de collection qu'on démonte, qu'on remonte au gré des goûts. Et qui ont une longue histoire, ce qui rend leur étude d'ailleurs fascinante et compliquée. Complexe, voilà. Donc Alexandre, c'est la quête du portrait impossible, comme je l'ai dit, parce qu'on n'a pas de portrait authentique d'Alexandre. On sait que les plus grands artistes, il avait autorisé seulement les plus grands artistes de son temps à le portraiturer, dont un glypticien qui s'appelle Pyrgotélès, mais on ne connaît rien qu'on puisse rapprocher de l'art de ce Pyrgotélès. Donc on n'a pas, alors que c'est un personnage qui est devenu même un héros de légende jusque dans l'islam, comme vous le savez, même dans les contes des Mille et une nuits, Alexandre est partout. Et un des aspects de l'iconographie d'Alexandre qui était le plus fascinant, c'est qu'il y a un épisode qu'on dirait de supercherie. Enfin, c'est la belle légende, on peut dire. C'est un épisode sûrement réel où il va dans un oasis du désert égyptien et il se fait proclamer par l'oracle du dieu comme étant le fils du dieu Amon. Donc ce dieu Amon qui est un dieu anthropomorphe mais qui a une forme de bélier avec cette corne enroulée particulière. Et à partir de ce moment-là, Alexandre devient le fils du dieu Amon et une iconographie développe de cet homme avec des cornes, la corne du bélier Amon. Évidemment, cet homme, ce souverain animalisé en quelque sorte, c'est une image qui a fasciné non seulement dès l'époque romaine, mais évidemment toute l'époque moderne. Donc on en a divers exemples, des exemples antiques où il a déjà, ces images ont peut-être même déjà une valeur talismanique, ou ce très beau camée du XVIe siècle, vous voyez avec cette image un peu pathétique d'Alexandre, la bouche ouverte, selon les types de l'art hellénistique, et la corne du bélier qui s'enroule sur sa tempe. Et on le retrouve au fil du temps, changeant aussi d'iconographie, y compris sous forme de Minerve. Minerve étant l'Athéna des Grecs, donc Minerve chez les Romains, c'est une déesse. Donc on a une sorte de mélange entre un personnage masculin, le héros un petit peu réel qui est Alexandre, et la figure de cette divinité. Comment est-ce que ces deux personnages ont été amenés à se retrouver ensemble sous une même iconographie ? Alors ça nous amène à un point qui est important dans notre question, c'est le rapport de la glyptique, donc de cet art des pierres gravées, avec celui de la monnaie et de la médaille, qui est évidemment très étroit, puisque pour frapper des monnaies, on grave des coins. Donc le métier de graver des pierres et de graver des coins, c'est très très proche. Dans ce cas particulier, il y a une médaille, une monnaie en or de l'époque d'Alexandre, qui montre d'un côté Minerve, Athéna plutôt, donc avec cette femme casquée, et de l'autre qui porte le nom d'Alexandre. Et donc on a cru, à partir de la Renaissance, que cette inscription Alexandre voulait dire que c'était lui qui était montré sur la médaille. Comme c'est l'habitude, tous les souverains sont représentés sur la médaille. Mais sur cette médaille-là, lui n'est pas représenté. Il y a une victoire d'un côté avec son nom et Athéna comme divinité protectrice. Et donc ça a donné cette bizarrerie, comme il est mort jeune, donc on peut imaginer qu'il était imberbe. Donc il y a toute une iconographie d'Alexandre en Minerve, très curieuse, mais qu'ont beaucoup aimé les glypticiens modernes. Voilà, on en voit divers exemples. Et ce grand camée qui permet d'évoquer une autre technique moins courante, qui est celle du commesso. Le commesso, ce qui veut dire en italien mettre ensemble, c'est quand on assemble différents morceaux de pierre, donc c'est vraiment le contraire de ce que je vous ai expliqué, où on s'efforce de trouver dans la pierre toute cette richesse chromatique, mais là au contraire on va assembler diverses pierres pour créer un objet merveilleux et avec cette apparence mystérieuse aussi, puisqu'on ne comprend pas exactement comment c'est fait. C'est comme une marqueterie, mais en pierre en quelque sorte, cette façon d'assembler. Exactement. C'est une technique qu'on a vraiment développée pleinement, disons, à partir de la fin du XVIe siècle et qui est complètement abandonnée, on peut dire, au cours du XVIIe siècle.
On va continuer notre cheminement. On était dans le monde antique, j'ai envie de dire, avec Alexandre, Auguste, les empereurs. On va arriver au cœur du Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, il y a des périodes où le camée va avoir plus ou moins de puissance, va être plus ou moins en vogue. On va aller dans un lieu du Moyen-Âge où il a gardé une très grande force, c'est à Byzance. Pourquoi est-ce que Byzance a été à ce point une capitale du camée, on peut dire, durant le Moyen-Âge, ou une partie du Moyen-Âge? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Occident, la glyptique connaît un déclin réel très fort. Il y a quelques très beaux cristaux de roches gravées carolingiens, mais qui sont extrêmement rares et qui sont d'une technique. Ils sont très beaux, mais ils sont d'une technique très frustre. Donc, on peut dire que la glyptique, pendant le haut Moyen Âge, disparaît. Le seul endroit où elle est conservée, parce que le berceau de la glyptique, c'était l'Orient et la Grèce, c'est effectivement Byzance, qui est l'héritière de l'Empire romain d'Orient. La glyptique byzantine va prendre des voies assez à la fois originales et limitées, puisque on va abandonner le portrait, ce qui est étonnant, parce qu'il n'y a pas d'iconographie impériale, alors qu'on pourrait l'imaginer tout naturellement, pour se cantonner à ce qu'on peut appeler des icônes en relief, donc des images religieuses, qui portent en général le nom de la figure représentée, ce qui est très important comme dans une icône peinte, et qui sont destinées à être portées sur soi. Et qui sont souvent réalisés dans cette pierre que je vous ai montré tout à l'heure, ce jaspe vert avec des taches rouges qu'on appelle donc jaspe sanguin, et qui a des propriétés symboliques, évidemment, du fait d'avoir cette idée du sang qui pourrait être liée évidemment à la mort du Christ ou au supplice des martyrs, mais pas seulement, puisque c'est une pierre qui avait était vue comme ayant des propriétés magiques, même avant le christianisme. Et donc il est probable que ces icônes sont à la fois des images à révérer, mais aussi des amulettes protectrices. Voilà, donc cette très belle icône double face avec la Vierge et le Christ, qui est une des pièces vraiment importantes de cette belle collection de glyptiques byzantines qu'il y a dans la collection. En dehors de Byzance, si on revient dans le Moyen-Âge occidental cette fois, quels ont été les lieux de développement des camées? À partir de quand est-ce que c'est redevenu un véritable sujet de collection finalement? Alors il y a une extraordinaire renaissance au XIIIe siècle en Europe du camée, alors qu'on n'a aucun témoignage qu'on en ait fait auparavant, et avec un niveau de qualité qui est déjà absolument extraordinaire. Ça se passe dans l'entourage d'un personnage extraordinairement original qui est Frédéric II de Hohenstaufen, donc empereur et roi de Sicile, en Sicile très certainement, où il fait revivre quantité des sciences et de la culture de l'Antiquité dans une cour complètement polyglotte et pluri-religieuse, extraordinaire. Et on y crée des camées qui, déjà au premier coup d'œil, se distinguent des camées antiques par le fait que les figures sont en général foncées sur le fond blanc. Donc on inverse la logique habituelle du camée, Exactement. où on avait le fond foncé et le motif en blanc. Exactement. Avec des motifs qui sont tous dépendants de l'art antique. L'aigle impérial, évidemment, de l'Empire romain, mais qui est aussi de l'Empire germanique. Ouais. Mercure, ici, qui a aussi sûrement une connotation astrologique, donc une pierre gravée qui nous met en relation avec une planète. C'était des idées très courantes au Moyen-Âge. Ou Hercule terrassant le lion, mais vous voyez qu'il terrasse aussi le basilic, donc référence aux psaumes de l'Ancien Testament et en même temps à la mythologie antique. Donc un monde extraordinairement curieux, et extraordinaire, c'est le niveau technique après cette grande interruption atteint par ces camées qui ont souvent été crus antiques par le passé. Oui. Voilà. Si on reste sur ces sujets très antiques, il y a une autre figure qui a traversé le temps, je dirais, c'est la figure de Méduse, cette créature aux cheveux de serpent dont la tête a été tranchée par le héros Persée, va devenir l'un des sujets récurrents de l'histoire des camées. Pourquoi ? Alors on peut dire que depuis l'origine, le motif de la tête de Méduse a un caractère apotropaïque, comme on dit, c'est-à-dire protecteur. Donc il est utilisé déjà par Persée qui a mis fin à cette créature terrible dont le regard pétrifie. Donc ça c'est très étonnant parce que c'est un objet en pierre qui représente le pouvoir pétrifiant d'une créature morte
Donc vous voyez l'espèce de revirement. De jeu un petit peu. De jeu. Oui. Et en tout cas, cette image est faite pour effrayer les ennemis. Les anciennes méduses ont la langue tirée, donc elle est hérissée de serpents. C'est une image de protection. À ce titre, on la trouve sur l'armement grec puis romain, on voit très souvent sur les cuirasses. Et il est évident qu'elle pouvait être dans le métal de la cuirasse, mais aussi intégrée sous forme de ce qu'on appelle des phalaires, c'est-à-dire d'éléments de pierre, de pierre dure, qui étaient incrustés dans les cuirasses. Et en tout cas, beaucoup de ces méduses antiques, surtout celles d'assez grande taille, comme ces trois que nous voyons là, ont une espèce de rigole qui montre qu'elles étaient destinées à être serties dans quelque chose, soit une cuirasse réelle ou peut-être une statue d'empereur ou d'autre chose. Un ornement de statue, en fait. Un ornement. Oui. Mais elles étaient aussi portées, c'est un sujet très courant de la glyptique antique, elles étaient aussi portées sur les bagues comme quelque chose protégeant la personne qui le porte. Et de fait, ça a été un thème très fascinant, évidemment, de cette créature monstrueuse, morte et qui vous regarde, donc qui a été un des plus traités dans la glyptique à l'époque moderne. Ce qui nous regarde vraiment. On a vu beaucoup de profils, et là on a un visage de face, donc c'est un côté assez original. Et c'est amusant de voir que de la bague d'homme, c'est un sujet un peu sérieux en quelque sorte. Les hommes vont d'abord porter ces bagues avec des têtes de méduses, et ça devient au cours du 19e siècle un bijou féminin, plus symboliste, plus romantique, comme cette broche ici entourée de serpents, qui est vraiment destinée à être portée par une femme. On voit comment est-ce qu'on passe finalement de bijoux liés au pouvoir finalement des hommes à des bijoux plus ornementaux inscrits dans la parure des femmes. Si on continue notre histoire, on avait quitté le Moyen-Âge, on arrive à la Renaissance et on a deux exemples, je dirais, d'intaille et de cabet, mais de très grand format ici, qui nous montrent une plongée, on le voit à la perspective, dans des éléments purement Renaissance. C'est du cristal de roche qu'on a ici, c'est extrêmement grand. Ce n'était pas destiné à être un bijou. Quel était le but et pourquoi est-ce que ça arrive à la Renaissance, ce type de création ? Alors la Renaissance est une période de passion pour les pierres. D'abord parce qu'on les collectionne avidement. On les a collectionnées déjà au Moyen-Âge, mais on les collectionne là en voulant les comprendre, en voulant les étudier. On commence à les imiter à une échelle considérable. Et on invente toutes sortes de choses qui se démarquent de l'art antique. En particulier, cette idée de graver dans le cristal de roche des figures qui sont gravées à l'arrière. Vous avez vu que dans l'intaille, si on passe sa main sur un intaille, on sent le creux, puisque c'est destiné à laisser une empreinte. Ici, ce n'est pas du tout le cas. La partie qui est faite pour être regardée, c'est la partie lisse. Donc l'image est comme gravée pour être vue à l'envers par transparence. Et donc ces grandes plaques ornaient des coffrets, des objets liturgiques, de la vaisselle d'apparat. Donc là, c'est plutôt sûrement un coffret avec l'histoire du Christ, différentes plaques dont on ne connaît que cette grande plaque qui est vraiment d'une taille remarquable. Évidemment, ce sont des objets extrêmement fragiles. Vous voyez, celui-ci a été brisé. Beaucoup ne se sont pas conservés. Beaucoup sont cités par les sources, par exemple, au XVIe siècle, et dont on ne connaît absolument rien aujourd'hui. Donc ça, c'est une œuvre particulièrement importante et tout à fait typique de la Renaissance par cette approche différente de la pierre. Tout à fait. À ce propos, j'aimerais, avant de montrer Hercule, juste dire un mot de cette Sémiramis, Sémiramis. Une femme dite Sémiramis, des attributions, comme on le dit. Voilà, parce qu'en tout cas, c'est comme ça qu'on la comprenait au XVIIe siècle, donc c'est intéressant, j'ai voulu garder ce nom. Et vous voyez que là, on a choisi une pierre qui n'est pas une pierre avec des contrastes très marqués, sombres, clairs, mais une pierre avec beaucoup plus changeantes, diffuses, avec des parties un peu opalescentes, des parties plutôt froides et chaudes. Donc un camailleux, en fait. Un camailleux. Et dans cette pierre, on a tiré cette image très poétique de cette femme dont les cheveux flottent, noués par ce linge qui est pris dans une partie de la pierre qu'on ne voit absolument pas dans les autres, dans le reste de la sculpture. Donc des pierres beaucoup plus irrégulières, avec un rapport beaucoup plus libre avec la pierre. Et c'est peut-être ce qui distingue le plus profondément les pierres de la Renaissance, en particulier les camées, de leurs prédécesseurs antiques.
justement, avec une pièce de la Renaissance. C'est la pièce qu'on a choisie pour être l'affiche de l'exposition. C'est un Hercule, on est au XVIe siècle. Ce qui est assez intéressant quand on le regarde de prime abord, on a une impression d'inachevé. Ça semble moins détaillé que ce qu'on a vu, et pourtant, quand on regarde de près, on sent le travail derrière. Qu'est-ce qui rend cette pièce originale? Qu'est-ce qui la rend différente et justement l'inscrit pleinement dans la Renaissance? Alors, ça nous renvoie à cette idée de comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire des camées, de l'idée qu'il y avait cette potentialité d'image à l'intérieur de la pierre, cette image qu'on pouvait presque voir à l'intérieur de la pierre. Et on voit que c'est dans cette direction que sont allés les artistes de la Renaissance, beaucoup plus que les artistes de l'Antiquité. Justement, en choisissant des pierres qui sont très belles par leur moucheture, leur tache, leur irrégularité, c'est une pierre qu'on n'aurait pas à utiliser dans l'Antiquité, peut-être pour faire un vase, par exemple, mais pas pour tirer une image. Et ici, on a l'impression que cette image, elle est comme là et pas là. Elle surgit de la pierre, mais en même temps, elle se dérobe au fur et à mesure qu'elle apparaît, puisque le profil est clair. Mais vous voyez, la partie de la tête ou même la barbe passe dans une autre couleur. Donc, la pierre reste aussi présente que l'image. Et ce dialogue plus à parité, en quelque sorte, si différent du Jupiter sur la boîte en or qu'on a vu tout à l'heure, presque sec dans son rapport avec la pierre, et ce côté aussi ludique, j'allais dire, dans ce rapport avec la pierre, par exemple d'avoir ménagé les deux petites pattes de la peau de lion dans la couche blanche qui semble sortir et nous accrocher presque à l'extérieur de la pierre. Et on voit un pur objet fait pour le plaisir et qui n'a pas d'autre de prétention, ni dynastique, ni symbolique, ni... c'est de la délectation pure. Exactement. On va avancer et voir une des figures qui fait le lien entre la fin de la Renaissance et le début du XVIIe siècle, qui est une souveraine anglaise, qui est Élisabeth Ier. On a quand même ici une pièce monumentale. C'est un objet politique quand on voit une pièce comme celle-là, mais est-ce que c'était porté? Et est-ce que c'était présenté? Est-ce que c'était montré? Pourquoi est-ce qu'Élisabeth a voulu une telle pièce? Enfin, si elle l'a voulu elle-même, ou si un de ses courtisans l'aurait voulu. Non, il est très probable que c'est une pièce... Il faut imaginer qu'une pièce de ce type, ce sont des mois ou peut-être des années de travail. C'est une pièce d'une importance exceptionnelle, d'un coût considérable. Et on sait que Élisabeth était passionnée par sa propre image, et en particulier par son image en glyptique, puisque c'est le souverain dont on a le plus de portraits en glyptique, qui sont presque tous des camées de la même taille, des petits camées plus ou moins grands, destinés à être portés sur des bijoux par les courtisans pour montrer leur hommage, leur fidélité à la reine. Ça, c'est une chose absolument unique dans les portraits d'Élisabeth, comme vous l'avez dit, par sa taille, et aussi par son origine, puisque cet atelier de glyptique, on ne le connaît pas, mais il est actif en Angleterre, on ne sait pas qui en étaient les protagonistes. Mais pour différentes raisons, par la pierre choisie, par la technique, on peut savoir que cette pierre a été produite à Milan, dans l'atelier des Miseroni, et selon moi plus précisément par Giovanni Ambrogio Miseroni, qui était vraiment le plus génial créateur dans le domaine des camées et des intailles de cette famille de lithoglyphes milanais. Donc c'est une pièce dont il y a peut-être une petite trace au XVIIe de savoir où elle était. Elle apparaît en Angleterre au début du XVIIIe siècle, on sait qu'elle est là, mais pour qui elle a été faite, comment, est-ce que c'est un cadeau, est-ce que c'est Élisabeth qui est la commanditaire, est-ce qu'elle a offert à quelqu'un, ou est-ce que c'est un cadeau pour elle, ou est-ce que c'est une chose qu'on a fait faire en hommage pour lui offrir, c'est impossible à savoir, mais voilà, c'est une pièce spectaculaire, unique dans l'histoire de la glyptique de la Renaissance. On vient de quitter un Hercule avec sa peau de lion. On peut remarquer, si on voit à l'arrière, qu'elle porte comme une capuche, par-dessus le vêtement des années 1600, elle aussi une peau de lion. Quelle en est la signification? Alors, oui, j'allais oublier ça, c'est très important, c'est qu'elle est montrée en omphale, donc la compagne d'Hercule qui a persuadé Hercule de s'habiller en femme et qui, elle, a récupéré les attributs de la virilité d'Hercule, c'est-à-dire sa massue et la peau du lion de Némée. Donc, en se montrant en omphale, évidemment, elle assume complètement son rôle presque androgyne de souverain, qu'elle est à la fois complètement une femme, mais plus qu'une femme. Et vous voyez comment il a tiré ce portrait
livide, comme c'est une divinité lunaire qui jaillit de la pierre, et que le pelage du lion, au contraire, est montré dans cette partie rousse, et comment la partie très polie du costume s'oppose aux carnations qui sont laissées satiner. La peau très blanche qu'elle Voilà, avait, bien voilà, sûr. voilà. Oh oui. Non, une pièce fondamentale. Alors on pourrait rester des heures dans cette collection, des centaines de pièces. On a voulu présenter ici, on terminera par cet ensemble, 2000 ans de bagues, qui est un ensemble justement de bagues à travers le temps, avec des matières différentes, avec des représentations différentes. Parmi toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme connaissance et quelles sont les pièces qui peut-être sont à garder en mémoire? Alors pourquoi les bagues? C'est parce que c'est le bijou qui est le plus lié à la glyptique, parce que c'est le bijou sur lequel on va porter la pierre qui va servir à sceller, par exemple. Donc la pierre qui va laisser votre nom sur quelque chose, ou votre emblème, tout simplement, parce que souvent, comme dans le cas d'Auguste, c'était une image, on va la porter sur une bague la plupart du temps. Et parfois, cette image va être réalisée dans la technique de la glyptique, mais parfois, cette image peut être aussi simplement en creux dans le métal. Donc, c'est ce qui explique que dans cette exposition consacrée aux pierres gravées, il y a aussi ces objets qui ne sont pas des pierres gravées, mais qui leur sont profondément apparentés. Par exemple, on peut voir un très bel exemple de ces bagues grecques entièrement en or, mais qui se présentent exactement comme des intailles et qui laissaient une empreinte qu'on ne pouvait pas distinguer de celle d'une empreinte laissée par une pierre. Alors, on pourrait raconter tellement d'histoires à partir de tous ces objets. On peut remarquer ces grosses bagues très lourdes, typiques plutôt du 2e, 3e siècle, donc d'une date assez avancée de l'Empire romain, où on les appelle en allemand bagues de soldats, puisque les soldats les portaient sur eux pour avoir une réserve métallique dans cette bague assez lourde, qui sont souvent ornées, non pas de pierres gravées à l'époque, mais de pierres plus anciennes, qui étaient gravées sur des bagues plus grêles, comme on les voit dans la vitrine juste avant. Donc des belles pierres, mais qu'on remontait sur des bagues plus lourdes. C'est un fait qu'on peut constater dans toute cette vitrine, c'est que les pierres romaines ont été constamment remontées sur des bagues. Donc on voit des exemples de bagues italiennes du XIVe siècle, des bagues mérovingiennes où on a remonté une pierre antique. On a toujours aimé et admiré cet art. Alors, la collection est riche dans le domaine des bagues antiques, bien sûr, mais surtout, de manière peut-être plus inattendue, des bagues médiévales, des bagues mérovingiennes avec ces décors de grenat, par exemple, et de ces bagues avec des portraits ou des images, on peut dire des portraits, dont cet extraordinaire double portrait qui correspond à une tradition qui vient de l'Antiquité, des bagues de mariage, qui montrent l'homme et la femme face à face, mais qui peut-être être ce Pépin II de Herstal et sa femme Plectrude, puisqu'il y a ces deux petits P qui sont comme face à face, comme leurs deux portraits, ou ce Rodovald qui est sûrement un Lombard, donc nous sommes au 7e siècle après Jésus-Christ. Je vous propose de terminer sur cet ensemble-là, qui sont des anneaux d'évêques. Je sais que j'ai lu que Guy Ladrière a porté ces bagues, qu'il a aussi commencé son intérêt pour le bijou masculin avec certaines de ces bagues d'évêques. Celles-ci ne sont pas des pierres gravées, mais elles ont une importance dans la collection, n'est-ce pas? Oui. Donc, tout ce qu'on appelle les bagues nominatives, les bagues qui portent un nom, l'ont intéressé. Et évidemment, ces bagues médiévales, épiscopales, sont fascinantes, puisqu'il raconte que c'est cette première expérience d'enfant de voir une bague au doigt d'un évêque. Donc, évidemment, il les a collectionnées. On remarque qu'avant d'être l'émeraude, qui est la bague, l'améthyste, qui est la bague la plus courante, qui est une bague une pierre sans valeur, qui est juste violette comme le costume de l'évêque. Au Moyen-Âge, on préfère le saphir qui a associé à toutes sortes de propriétés, qui a toutes sortes de vertus, justement plus ou moins magiques, qui sont plus intéressantes que celles de l'améthyste. Et on peut être surpris de conserver beaucoup de bagues épiscopales, parce que là, il y en a un certain nombre, il y en a dans d'autres musées, mais en fait, comme les évêques étaient enterrés avec ces bagues dans les cathédrales, évidemment, on a retrouvé plus de tombes d'évêques, ne serait-ce que ou par pillage, ou par les fouilles, ou par les réfections des sols des cathédrales, ce qui explique qu'on a beaucoup de ces bagues conservées pour le Moyen-Âge. Elles n'ont pas été démontées, remontées, elles ont été gardées intactes dans les tombes. Voilà.
C'est sur ces éléments que je vous propose de terminer. Évidemment, on pourrait passer plus de temps et ça vous invite à redécouvrir ou découvrir l'exposition si vous n'avez pas encore visité. Cette exposition est ouverte jusqu'au 1er octobre prochain. Donc n'hésitez pas à venir découvrir l'ensemble de ces pièces présentées ici. Combien est-ce qu'il y a de pièces en tout de présentées? Une bonne question, je crois qu'il y a un peu plus de 200, il me semble, oui, je n'ai pas le chiffre exact. Mais voilà, c'est vraiment un certain nombre de pièces à découvrir. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous avez le replay qui vous permettra de revoir cette conférence. Nous la donnons demain de nouveau en anglais à 13h et à 19h, heure de Paris. Et restez avec nous, nous allons répondre à vos questions, mais juste avant, juste petite annonce, bien évidemment, pour le mois prochain. La thématique de conférence du mois de juillet, les 6 et 7 juillet, portera sur une pierre dont on a parlé uniquement pour la poudre abrasive, qui est le diamant. Nous nous intéresserons aux techniques finalement de taille du diamant et nous partirons du brut pour aller jusqu'à la pierre taillée. C'est la thématique du mois de juillet. Vous pouvez vous inscrire directement, on vous met le QR code pour que vous puissiez ainsi en savoir un petit peu plus. Nous retrouverons Olivier Ségura, notre directeur scientifique de l'école, avec un diamantaire qui nous parlera justement dans le cœur des ateliers de la technique véritablement de taille du diamant. Alors, moment est venu de répondre à vos questions. Merci encore pour tout ça. Je sais que Paul a dû, oula, je vois tout ça, Paul nous a envoyé plein de questions et montre aussi votre grand intérêt pour le sujet. Donc c'est absolument superbe. Une première question, on va repartir sur les débuts et sur la technique. Comment devient-on glypticien ? Alors ça, aujourd'hui, on peut essayer d'apprendre avec Philippe Nicolas chez Cartier. Mais à l'époque. Oui, c'est un métier qui est transmis de père en fils, au sein d'un atelier. Évidemment, oui. On rentre en apprentissage et on apprend avec quelqu'un qui a... C'est pour ça que le fait que ça soit interrompu fait que c'est difficile de... On ne peut pas devenir comme ça du jour au lendemain sans avoir déjà appris... Bien sûr. Oui, ça pose la question, sur une interruption de plusieurs siècles, de se dire mais comment ont-ils redécouvert la technique? Est-ce qu'elle a perduré par une certaine façon? C'est pour le Moyen-Âge, il y a des techniques analogues. Par exemple, le verre gravé procède par les mêmes instruments. Donc, il y a certaines continuités malgré tout. Tout à fait. Ça ne se perd pas totalement, finalement. Change de matière. Alors, une question sur la datation des pierres, les camées et les intailles. Comment est-ce qu'on les date alors que ce sont des matières minérales? Et inévitablement, la fameuse question de pièces qui seraient anciennes, quand c'est remonté, comment est-ce qu'on arrive à donner une date aux pièces anciennes? C'est extrêmement difficile. Donc il y a des choses qui ne posent pas de problème pour des raisons. Il y a la question de la forme de la pierre. Sa structure. Il y a la nature de la pierre, il y a son iconographie, il y a son style. Donc évidemment, tout ça, dès qu'il y a une de ces choses qui n'est pas alignée, on peut se dire il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, les faux, les pastiches, les imitations qu'on a produites dans un nombre énorme depuis la Renaissance, ils ont aussi une certaine logique qu'il faut s'efforcer de comprendre. Et donc, il n'y a pas un catalogue où tout le monde est d'accord. Par exemple, moi, je n'étais pas à 100% d'accord avec le précédent catalogue de la collection. Et je suis sûr que les gens qui vont faire la recension de mon livre vont trouver que certaines pièces que je dis du IIIe siècle ne sont peut-être pas, etc. Oui. Donc, c'est un domaine complexe où on essaye d'affiner toujours la connaissance, mais il n'y a pas de moyens physico-chimiques, par exemple, ou d'analyse qui permettrait, ou de traces d'outils. Oui, pas comme le carbone 14 avec d'autres matières. Ou même l'analyse des traces d'outils, puisque l'outillage a très peu varié, disons, jusqu'à la fin de l'époque moderne. Tout à fait. Alors, on a de très nombreuses questions qui sont venues sur combien de temps est-il nécessaire pour les réaliser. Vous aviez répondu en disant que ça se compte en mois, en années. On n'a pas de temps précis pour la réalisation d'une pièce. On sait que c'est sur la durée. Et puis il y a des choses qui sont extrêmement rapides à faire. Oui. Là, c'est des pièces que j'ai choisies pour leur très grande qualité. Oui. Mais dans les intailles antiques courantes qu'on pouvait acheter chez un bijoutier, en 10 coups de meule, on faisait une figure de fortune ou une figure de Mercure. Donc, il y a des pièces extrêmement sommaires qui sont la plus grande quantité des intailles antiques en termes de production. Oui. Donc, il y a une très grande variété de possibilités. La même pierre peut être, le même quartz microcristallin, suivant la manière dont elle est formée, peut être beaucoup plus dur qu'un autre, sans que ça se voit. Il n'y a que la personne qui se confronte à sa taille qui se rend compte de ça. Donc,
c'est impossible de donner un ordre Oui, de il n'y a pas de grandeur absolument, généralité. sauf que Oui. c'est très long. On peut Oui, retenir ça. on sait que c'est sur la Voilà. durée qu'on réalise une telle pièce, justement. Alors, la plupart des camées, pour ceux qui sont montrés démontés, s'ils étaient montés, est-ce qu'on a une idée de comment est-ce qu'ils étaient montés? En médailles, en bijoux, en pendentifs, en bagues? Est-ce qu'on a une idée de la façon avec laquelle ils étaient justement montés en bijoux? Alors tout dépend de l'époque. Dans l'Antiquité, on sait que les camées pouvaient orner évidemment des bijoux, mais aussi des objets précieux sur des instruments de musique, sur des vases. Au Moyen Âge, on a réutilisé ces camées antiques pour orner justement des vases liturgiques, des croix, Oui. comme des pierres précieuses, même peut-être plus précieux encore que les pierres précieuses. Ensuite, à l'époque moderne, évidemment, il y a toute la famille des bijoux masculins, beaucoup, puisque on les portait en enseigne sur les bérets, par exemple. Il y a beaucoup d'iconographie qui montre ça. On pouvait les intégrer au pommeau d'une épée, à des boutons de poignets, à des boucles de chaussures, donc comme les mêmes usages que les pierres précieuses, dans le fond. Bien sûr. Et ensuite, au XIXe siècle, qui est le moment, l'apogée en quantité, en tout cas, de la vogue du camée, les femmes portent des parures où les camées remplacent les pierres précieuses, entièrement sur les colliers, les diadèmes. Les hommes portent des chaînes avec des cachets. Ils sont sur les objets de bureau. Une très grande diversité. Une très grande finalement. diversité. Oui. Oui. Est-ce qu'on sait à ce jour, est-ce qu'on connaît à ce jour la plus grande des pierres gravées? Et si oui, quelle est-elle? Le plus grand des camées ou la plus grande des intailles? Parmi les très grandes pierres anciennes, il y a évidemment les grandes pierres comme le camée de la Sainte-Chapelle qui est à la Bibliothèque nationale, qui sont des grands camées dynastiques de l'époque d'Auguste et de ses successeurs. Donc il y a la Gemma Augusta qui est à Vienne, donc qui sont des pierres à peu près de... Oui, c'est sculptural en termes de taille. Oui. Voilà. Après, effectivement, on pourrait discuter de, par exemple, il y a un très grand camée ici, qui est cette chose grotesque avec deux figures tête bêche, qui est exceptionnelle par sa taille. Oui. Donc, mais c'est vrai que, disons qu'une trentaine de centimètres est un peu la taille maximale pour cette famille d'objets. Très bien, merci. Il y a un exemple de nom qui est utilisé de façon assez récurrente dans le domaine du camée notamment, qui est le terme nicolo ou en-nicolo. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est le problème de notre terminologie qui n'est pas très rigoureuse, c'est qu'il y a à la fois, on appelle les pierres par leur apparence, mais cette apparence peut provenir simplement de la manière dont on la coupe. C'est-à-dire que si on coupe une pierre dans un sens ou dans l'autre, on va avoir par exemple une agate rubanée parce que la couche va être horizontale, alors que si on va mettre la couche dans ce sens-là, on va avoir une sardonyx et une pierre à camée. Mais si dans cette sardonyx, donc qui est une blanc, noir, blanc, etc., au lieu de faire un camée, on grave une intaille, donc on va garder la pellicule blanche à la surface et l'image va être noire parce qu'elle est entaillée dans la couche en dessous, on va appeler ça nicolo. Voilà, donc ça vient de la mise en œuvre, ce n'est pas une pierre différente, ça vient d'un mot italien, onicolo, qui veut dire petit onyx. Donc l'onyx, c'est encore, comme dans sardonyx, c'est un des multiples noms de ces quartz dont on a parlé au début. Terminologie complexe qui finalement évolue, on le voit à travers le temps. Est-ce qu'il existait des manuels antiques ou anciens qui expliquaient les techniques, intaille, camée? Est-ce que par exemple Pline en parlait? Pline s'est intéressé aux pierres, donc c'est une source formidable sur l'origine des pierres, surtout la question de la taxonomie, donc comment on les appelle. Au bout d'un moment, il essaye de les ranger par couleur et puis il les range par ordre alphabétique parce que c'est trop... et il y a tellement de mots pour désigner les mêmes pierres qu'il recense plus de 300 sortes de pierres de couleur par leur aspect, qui sont souvent d'ailleurs, il reprend des choses de traités antérieurs, de pierres qu'il n'a pas vraiment vues mais dont il reprend les descriptions. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de mot pour désigner les pierres gravées par rapport aux pierres non gravées. On va utiliser le mot lithos, la pierre, ou gemma, la gemme, la pierre précieuse. Et donc, on ne distingue même pas déjà les pierres gravées des pierres non gravées, et encore moins les intailles des camées. C'est une distinction qui apparaît vraiment au Moyen-Âge. D'accord, très bien. Et une toute dernière question qui était sur... je cherchais... Voilà.
Sur le fameux rubis romain qui a attisé beaucoup de questions et beaucoup de passion à ce que j'ai lu, est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'il provient? Est-ce qu'il était dans une collection, dans une fouille? On a vu que rarement en fouille, c'était passé de main en main. Est-ce que il est passé par des trésors d'église? Est-ce qu'on connaît un petit peu toute sa provenance? En fait, elle a été recherchée avec beaucoup de passion d'ailleurs par le collectionneur, donc qui a formulé des hypothèses. Ce qui est certain, c'est qu'un objet comme ça a été transmis de main en main. Donc il ne vient pas du sol. Il a dû être monté comme une pierre précieuse qu'il est aussi sur un objet médiéval dont on ne connaît pas, sur un reliquaire. Donc il apparaît dans diverses collections avant qu'il soit acquis par Guy Ladrière, mais pas avant le XXe siècle. Oui. Donc il a sûrement été dans des collections, mais mais on peut être sûr que des objets comme ça se sont transmis de cette manière-là. Oui. Finalement, c'est aussi un sujet de passion de collectionneur, de passion d'amateur. Et c'est ça qui est intéressant dans cette exposition. C'est aussi pour permettre au public de vivre cette délectation de près et de découvrir l'ensemble des pièces. C'est sur ces derniers éléments qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous en ligne, en direct. Je vous le rappelle, jusqu'au 1er octobre, cette exposition est gratuite sur inscription via le site internet de l'école. Paul va vous envoyer le lien si ce n'est déjà fait, j'en suis sûre. Et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera ici pour découvrir pierres gravées diverses et variées au cœur de cette exposition. À très bientôt. Merci encore.